dans l'assemblée, quelqu'un qui commence à froncer les sourcils et puis qui va vérifier sur Wikipédia en direct si ce que vous dites est juste. C'était quoi? C'était il y a un mois à Paris, école de haute finance. Il y a un monsieur qui commence comme ça à froncer les sourcils. Et puis je le vois hocher de la tête, c'est-à-dire qu'il a trouvé sur Wikipédia que ce que je disais était vrai. Et là, je l'interpelle, je lui dis, puisque vous êtes là sur l'article, dites-moi les chiffres, parce que je ne les connais pas par cœur. Alors tout le monde rit dans la salle, mais c'est comme ça que ça se passe maintenant. Et pour moi, qui ne suis qu'un enseignant amateur, je dirais, c'est pas une mauvaise chose que le savoir soit réinventé individuellement, ou qu'il soit transmis, je dirais, de manière un peu servile. Ça ne fait pas de différence. Nous avons un peu une illusion, peut-être que les mots disent davantage que ce qu'ils disent en réalité, et qu'il faut que nous comblions les vides d'une certaine manière, nécessairement. Parce que nous venons avec notre propre mémoire qui s'est déjà constituée d'une certaine manière, et c'est cette mémoire que nous avons déjà qui nous permettra de lire dans un texte quelque chose qui s'y trouve ou qui ne s'y trouve pas. Et voilà, ce n'est quelque chose qui n'est pas entièrement déterminable. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure dans le couloir, sur le fait que moi j'essaye d'écrire des livres où j'essaie d'expliquer des choses qui sont des choses complexes en finance, je l'expliquer de manière à ce que ce soit compréhensible par quelqu'un qui a dû passer par l'école quand même, parce qu'il y a des raisonnements qui ne sont peut-être pas tout à fait évidents, mais d'une manière qui fait que quelqu'un qui a été éduqué peut-être dans une autre spécialité connaît suffisamment la manière dont fonctionne le langage pour que moi j'ai réussi de mon côté l'exercice de pouvoir faire comprendre quelque chose qui est dans un tout autre domaine et dont on nous dit, parce que c'est bien pratique de vous dire n'essayez pas de comprendre ça, toutes ces choses sont bien trop compliquées, les instruments dérivés, n'essayez pas de comprendre si le problème de liquidité se pose de telle ou telle manière, parce que ça, bon, vous allez passer des heures et vous y comprendrez probablement rien. Et que moi j'essaye d'écrire ça dans des phrases suffisantes pour que quand on se trouve les assemblées de ce type-là et qu'éventuellement un banquier vous dise oui mais c'est trop compliqué, que quelqu'un se lève dans la salle en disant non c'est pas si compliqué que ça, d'ailleurs je l'ai lu chez Jorion et ça fonctionne de telle et telle manière. Donc il désarçonne le banquier, alors il doit trouver un autre type d'argument pour expliquer pourquoi les choses ne devraient pas changer. Mais pour répondre à votre question, oui, dans ce processus de réflexion sur l'apprentissage, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de réinvention individuelle qu'on l'imagine en général, parce que les trous en réalité dans ce qui est transmis sont plus nombreux et beaucoup de questions restent posées implicitement dont il faut décider soi-même quelle est la réponse. J'ai l'impression aussi que, si je dirais une évidence, que cette transmission doit transmettre, une grosse problématique sous-jacente, c'est qu'elle doit également ne pas démettre. C'est-à-dire que, est-ce que les modes de transmission qu'on a développés, l'adaptation et la séparation entre intellectuel et humain, ne nous coupent pas de certains savoirs. Moi, je ferai très souvent une expérience, un petit exercice qu'on pourrait faire chacun. On demande à la personne qui ne dispose que d'un papier et d'un crayon, d'inscrire un carré dans un cercle. Et on n'a qu'un papier et un crayon pour le faire. Et quand vous faites ce test-là, je ne vous donne pas la réponse, vous réfléchirez. Seuls ceux qui sont considérés comme non sachants, c'est ceux-là qui trouvent le plus vite et le plus souvent la réponse. Tous ceux qui, puisque dans mon milieu de travail, j'ai des gens de différentes cultures, et ce sont systématiquement les gens qui sont soi-disant dotés d'un bagage, qui ont été moins longtemps dans l'étude, qui ont la réponse plus vite. Tous les autres démarrent par une attitude extrêmement élaborée de réflexion, mobilisent énormément d'idées, de concepts, de mathématiques, sans jamais être capable de fournir la réponse. Donc j'ai l'impression qu'il y a dans cette réflexion sur la transmission, le fait de, enfin moi ça va être ma préoccupation quand j'enseignais à l'école d'architecture, était de ne pas, c'est à des premières années, il ne fallait pas que cette transmission soit une démission, il ne fallait pas que la grosse préoccupation c'était de mobiliser effectivement les savoirs, et mobiliser surtout les savoirs présents, chauds, et plutôt que de distribuer des savoirs froids. Les savoirs chauds c'est ceux qu'on possède tous, et puis les savoirs froids c'est ceux qu'on peut aller chercher. Voilà, donc
est-ce qu'il n'y a pas eu de... Après, je ne sais pas si c'est une dimension politique, une stratégie, une évolution, est-ce que c'est lié à la société capitaliste? J'ai l'impression qu'effectivement, le mode de transmission est un mode de transmission qui sert certains intérêts, c'est-à-dire des intérêts qui permettent de faire perdurer le système. Voilà, c'est des réflexions très anciennes. Je pense à Jacques Otto, je ne sais pas si les gens connaissent pas beaucoup Jacques Otto, qui est rendu connu en France par Jacques Rancière, le philosophe, qui a enseigné, alors qu'il était en Hollande, il a enseigné l'anglais qu'il ne connaissait pas, à des étudiants qu'il ne connaissait pas. Et il a appris l'anglais en quelques mois à ses élèves, sans lui-même parler anglais, en mobilisant simplement le savoir qu'en chacun de nous, donc en se basant sur des principes d'émancipation. Alors que moi j'ai fait 10 ans d'anglais et je ne peux pas parler anglais. Voilà, donc je vous interroge sur cette question-là, de transmission. Non seulement vous avez bien expliqué les modes de transmission, aussi pas possible selon les domaines, mais aussi quel risque selon les modes de transmission. Oui, oui. Et ce qu'il y a, c'est que dans l'enseignement, il y a souvent, et c'est pas propre aux enseignants, mais ça, je veux dire, c'est plus perceptible pour nous, sans doute, une représentation de la science qu'on appelle scientiste, dont les prétentions vont au-delà de ce que la science peut véritablement faire, qui lui donne des pouvoirs qu'elle n'a pas en réalité pas, qui simplifie les problèmes, qui transmet une représentation des mathématiques comme étant inscrites dans le monde d'une manière qui n'est pas le cas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur de mathématiques pour les sciences sociales Guilbault, Georges Théophile Guilbault, qui était un mathématicien qui s'était intéressé tout particulièrement aux mathématiques et qui faisait partie de ces gens qui essayaient de déboulonner une représentation des mathématiques qui va au-delà de ce qu'elles peuvent véritablement faire. Et il a fait un livre qui s'appelle L'approximation. Il est mort il y a très longtemps, Guilbault, mais il avait fait un livre qui s'appelait L'approximation, et où il disait des choses de ce type-là. Et un plombier qui lui disait, il posait la question, comment vous calculez la circonférence, et le plombier lui répondait, moi je fais 3, 14, 15 si c'est du cuivre, et 3, 14, 16 si c'est du zinc. C'est-à-dire que le plombier avait trouvé qu'on ne pouvait pas faire exactement la même chose, et que et sur quoi Guilbault attirait l'attention aussi, et moi j'ai repris ça un petit peu de chez lui dans mon bouquin qui s'appelle Comment la vérité et la réalité furent inventées, qui est une réflexion justement sur ces deux concepts dans nos civilisations. Le fait qu'il y a une phrase célèbre de Wigner, un mathématicien allemand, qui dit « ce miracle de la correspondance entre le monde et les structures mathématiques ». Et dans un livre fameux à l'époque, dans les années 40, par Daval et Guilbault, ils attiraient l'attention sur le fait que cette rencontre extraordinaire entre les mathématiques et le monde n'existe en réalité pas, et que les premières tentatives que nous avons faites pour essayer justement de modéliser mathématiquement le monde sont des échecs, mais que nous avons oublié, qu'il est impossible de mesurer avec la même unité la diagonale et le carré et le côté d'un carré, qu'il était impossible, je viens de mentionner pi, qu'il était impossible de faire des calculs exacts sur une circonférence ou sur la surface d'un cercle parce qu'on est obligé de mobiliser des décimales à l'infini, etc. Mais que tout cela, on a mis entre parenthèses. Il y a un philosophe des sciences qui s'appelle Emil Meyerson, dans les années 20 et 1930, qui avait attiré l'attention là-dessus. Il avait attiré l'attention que nous appelons ça l'irrationnel, par exemple les nombres irrationnels, justement, ce sont des nombres avec des décimales infinies, mais dont nous avons besoin, comme le rapport d'un diamètre à la circonférence d'un cercle, que nous appelons ça irrationnel, et puis, dit-il, nous le désignons quelque chose comme irrationnel, et puis nous passons outre, comme si le problème ne se posait pas. Et j'ai l'impression que quand vous faites allusion à ce problème relativement simple d'inscrire un carré dans un cercle, une certaine représentation des mathématiques chez ceux qui sont passés par l'école va les emmener effectivement dans une voie de garage ou sur la mauvaise voie.
parce que justement, ils se mettent à conceptualiser le problème d'une manière qui n'est pas adéquate. Pour les autres choses que vous avez mentionnées, eh bien là on retombe, je dirais, sur ce savoir empirique dont je parlais, que dans votre domaine, si vous devez décrire la différence de deux types de bois, vous pourrez le faire jusqu'à un certain stade, mais à un certain moment, il faudra voir le bois et le faire toucher, le montrer en contexte à la personne. De la même manière, vous pouvez expliquer ce que c'est du béton, mais il faudra un jour que vous en fassiez pour savoir comment ça marche, qui n'est pas possible. Ce que le filet de nos phrases à propos du monde peut produire, nous exagérons sans doute la portée que ça peut avoir, que ça peut aller jusqu'à une certaine profondeur, mais que pour le reste, on retombe sur Aristote. Il y a des vérités qui sont vraies parce que ce sont des conclusions de prémices que nous avions déterminées qu'elles sont vraies, mais ça c'est un certain type de vérité, mais il reste l'autre, qui est celle qui nous est transmise par nos 5 sens et dont on ne peut pas faire l'économie. On ne pourrait pas vivre dans un monde qui serait vrai uniquement que par des conclusions de syllogismes. Nous n'avons pas la capacité de le faire. S'arrêter là. Quelle est la transmission des crises financières qu'on a eues dernièrement? Et on ressort. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, on retrouve plus ou moins encore même pas une subprime qui recommence à revenir. Ou est-ce qu'on oublie tout à chaque fois parce que c'est la cupidité de l'homme, ou il y a quand même un savoir, une transmission? Oui. Il y a une transmission, mais comme vous le savez, bon, c'est typiquement, Robespierre, Saint-Just vont faire des discours, et ils vont vous dire, et d'ailleurs Brutus avait fait ceci par rapport à Jules César, et les Gracques avaient dit cela devant l'Assemblée à Rome, etc. C'est-à-dire qu'en général, on conceptualise bien, avec beaucoup de retard, et qu'on essaie de réutiliser ça en contexte. Mon dernier livre, je l'appelais « Comprendre les temps qui sont les nôtres », qui est une citation de Hegel dans cette partie de la philosophie de l'histoire qu'on appelle la raison dans l'histoire, parce qu'on en a fait un petit volume séparé, et où il dit qu'est-ce qui a distingué des hommes comme Alexandre le Grand, comme Jules César et comme Napoléon. Eh bien, ce que précisément ils ont su ne pas représenter le monde à partir d'analogies qui avaient été construites sur des situations anciennes qui n'étaient plus d'application. C'est Keynes, John Maynard Keynes, qui avait dit ce que nous appelons le sens commun en sciences économiques, ce que tout le monde comprend spontanément sur l'argent, etc. Ce sont des vieilles théories d'économistes qui datent de plusieurs siècles, et ce sont des constructions, mais simplement des constructions qui sont suffisamment anciennes pour que nous les ayons intégrées à ce que nous appelons notre sens commun, ce qui va de soi, et ainsi de suite. Ce qui va de soi, ce sont des choses d'anciennes constructions qui ont été intégrées en réalité dans la langue. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à la question que vous posez, c'est la crise actuelle, est-elle la même crise que la crise des subprimes, ou est-ce que c'est une nouvelle crise qui est apparue quand l'autre était résolue? Et là, vous le savez, les deux opinions circulent et elles représentent en fait véritablement deux représentations du monde différentes. Dans une, qui est celle de la science économique comme elle existe, ce sont deux crises absolument distinctes où il n'y a pas de continuité entre les deux. Et dans la représentation, je dirais, du public, spontanément, sans connaissance de science économique, et dans celle que j'essaie par exemple de défendre moi de mon côté, c'est la même crise effectivement qui continue, parce qu'il n'y a pas eu de moment de rupture, parce qu'il n'y a pas de moment où on passe d'une chose à une autre. Il y a, on l'a entendu, il y a le moment, on est en 2009, où tout à coup on nous dit non, la crise subprime c'est terminé, mais tout à coup nous venons de nous rendre compte que nous avons tous vécu au-dessus de nos moyens. Et j'ai réécouté hier une émission qui s'était passée sur France Culture parce que en 2011, pourquoi? Parce que ça m'était venu dans la petite vidéo que je fais le vendredi.
Et j'écoutais ça, et pendant cette émission-là, il y avait un compte-rendu d'un livre qui venait d'être publié par une dame, chez Bon Souvenir, qui expliquait que voilà, on était en 2011, on était passé à toute autre chose. Tout à coup, nous avions eu cette illumination que nous n'étions plus dans la crise de subprime, mais que nous avions, depuis plusieurs dizaines d'années, en fait vécu au-dessus de nos moyens. C'était une nouvelle représentation qui venait là. Et là, je dirais que ça me fait plaisir à moi et à un certain nombre d'autres personnes qui font le travail que nous faisons, que le public en général n'a pas accepté cela, en disant mais non, écoutez, c'est la même histoire, et si nos gouvernements sont maintenant endettés comme ils le sont, ce n'est pas parce qu'ils l'ont toujours été, parce que nous avons trop dépensé en sécurité sociale, en enseignement, etc. C'est simplement parce que nos États sont allés au secours des banques et ont payé rubis sur l'ongle ces sommes extraordinaires qui avaient été perdues, non seulement dans des problèmes économiques véritables comme des récessions, mais simplement parce que nos dirigeants ont décidé que la chose à faire, c'était de payer tous ces paris perdus entre banquiers et de prendre l'argent du contribuable pour régler ça parce qu'il y avait un problème systémique. Donc, en fait, il y a continuité, il y a une véritable continuité. La difficulté, c'est celle que je mentionnais à propos de comprendre les temps qui sont les nôtres, c'est que nous ayons en permanence un savoir qui soit contemporain avec les problèmes qui se posent à nous, et que nous ne venions pas toujours de manière décalée avec des explications qui étaient formidables pour les années 30, mais qui ne marchent plus maintenant parce que nous vivons dans un monde qui évolue de manière permanente et qui se complexifie, en particulier surtout depuis l'invention de l'ordinateur et son introduction, le fait qu'il travaille avec nous à nos côtés maintenant, et que nous lui confions des décisions, des tas de décisions importantes, même si ça n'apparaît pas en surface, même si nous n'en sommes pas entièrement conscients, que nous confions de plus en plus à la machine de prendre des décisions qui sont des décisions sur des questions essentielles par rapport à nous. Ils ont quand même pris Bernanke, qui était un grand spécialiste des années 30, de la crise des années 30, pour résoudre cette crise. Alors, est-ce qu'on a pris la bonne personne ou est-ce qu'on Ils ont quand même pris Bernanke en 2007-2008 pour résoudre la crise des subprimes, qui était le grand spécialiste américain de la crise des années 30. Alors, est-ce qu'on a pris la bonne personne pour résoudre un problème qui n'est pas aussi contemporain ? Oui, mais là, il y a autre chose. Il y a des effets, je dirais, purement idéologiques. Parce que si vous regardez les bouquins qui ont été écrits à la fin des années 30 et dans les années 40 sur ce qui s'était passé dans les années 30, vous avez d'excellentes explications, mais qui n'étaient pas des explications de type monétariste. Ce qui est venu ensuite, c'est que dans les années 60, les années 70, on est venu avec une nouvelle interprétation de ce qui s'était passé dans les années 30. Et là, à mon avis, c'était une construction idéologique qui était dans le cadre de ce qu'on appelle l'école de Chicago. C'est une reconstruction à l'usage des milieux financiers, à l'usage des financiers quand ils s'adressent aux politiques, mais ce n'était pas, si vous voulez, je dirais, on retrouve dans le bouquin de Galbraith, sur la grande crise de 1929 et des années suivantes, John Kenneth Galbraith a écrit dans les années 50 un livre qui était, je dirais, dans la lignée des interprétations qui avaient été faites dans les années 30 et dans les années 40, et qui n'ont absolument rien à voir avec ce que Bernanke et ses contemporains ont écrit plus récemment, mais qui sont une réinterprétation de l'histoire. D'une certaine manière, c'est une réinterprétation négationniste des interprétations qui avaient été données immédiatement à la suite de la crise, où l'explication qui était donnée ne pouvait pas, comme cela, décoller à ce point de la réalité qui était en réalité décrite.
Avec du pliage alors. Ah. Voilà. Voilà.